La candidature d'Hidalgo est à la fois un coup de cœur et un coup de gueule. Un coup de cœur d'abord parce que je suis content qu'il y ait le retour de la gauche traditionnelle dans le débat politique. Voilà. Alors j'espère simplement que cette gauche, ça sera pas la gauche version Pulvar, c'est-à-dire avec... Elle a disparu de la photo, hein, oui, elle a disparu, mais avec le multiculturalisme, le woke, les liens avec la France insoumise, j'espère que ça sera la vraie gauche traditionnelle, républicaine, opposée au libéralisme, au libéral que je suis. Donc ça, c'est plutôt, moi, je trouve bien que la gauche traditionnelle revienne dans le débat politique. Mais en même temps, c'est un coup de gueule, parce que quand on est candidat à une élection présidentielle, et quand on est élu, on défend un bilan. Valérie Pécresse défend un bilan, Xavier Bertrand défend un bilan. D'ailleurs, ils ont fait plutôt de leur région un laboratoire présidentiel. Et là, on a un bilan, très honnêtement, et c'est pas quelqu'un de l'opposition à Hidalgo qui le dit, catastrophique. Si on prend, alors j'enlève le côté propreté, etc., mais je prends 3 sujets. En termes de gestion, pendant la période d'Hidalgo, la dette est passée de 3 à 7 milliards. Bon, je prends le problème de la décentralisation, qui va être un des sujets pendant la campagne électorale. Elle n'a jamais réussi à décentraliser la propreté dans les mairies d'arrondissement. On est en train, en ce moment, d'en faire un casse-tête et un millefeuille. 3e sujet, la sécurité. Elle crée la police municipale, grâce à nous, mais une police municipale qui n'a de police que de nom, parce qu'elle n'est pas armée, donc il ne va traiter que des éjections canines, des nuisances sonores, et donc pas la délinquance. Et puis, Hidalgo, je vais terminer là-dessus, elle a un problème de méthode. Et on le voit sur tout ce qu'elle mène à Paris depuis quelque temps, elle n'anticipe pas les problèmes à Paris. Je prends un seul exemple, la drogue, et notamment le crack à Paris. Là, elle est en train d'ouvrir des petites salles de shoot de dernière minute, alors qu'il y a 5-6 ans, il fallait créer des vrais centres de sevrage et d'écologie en dehors de Paris pour résoudre ces problèmes. Donc, un coup de gueule, parce que je crois qu'Hidalgo n'est pas du tout prête à être président de la République, et en même temps, que la gauche traditionnelle revienne dans le débat politique, moi je suis plutôt heureux. Et que le CSA se mette au goût du jour. Par exemple, YouTube, c'est des millions de vues sur YouTube. Et YouTube n'est pas comptabilisé par le CSA. Donc je crois que le CSA est une vieille maison, il faut qu'elle se modernise un tout petit peu. Moi, j'aurais allé plus loin, sortir même de ce cadre. On est dans une dérive communautaire. C'est-à-dire que le pays, aujourd'hui, il y a plein d'associations à la base. Cette association, elle est antiraciste, finalement. Et finalement, elle se replie sur elle-même. Et on est un pays tellement fracturé qui revit sur ses communautés. Et on le voit en Seine-Saint-Denis, par exemple. La Seine-Saint-Denis est une association de plein de communautés différentes. Et ça, c'est le vrai danger de la France. Se replier sur le même, dans des dérives communautaires. Et il faut faire très attention. C'est parti de là, d'une altercation. Puis comment c'est monté en épingle? C'est parti d'une altercation entre deux gamins de 10 ans. C'est quand même de deux communautés différentes. Kurdes et africains sénégalais. Exactement. Et en fait, ce que réclamait la LDNA, c'était une égalité de traitement parce que des Africains ont été arrêtés et non pas des Kurdes. Cette dérive communautaire en France est pour moi très récente et très 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 inquiétante. J'ai mon explication. Le prix de l'essence, de toute façon, il fluctue en fonction de l'offre et la demande. C'est comme beaucoup de matières premières. Pendant le Covid, on a moins roulé, donc on a eu moins besoin d'essence. D'ailleurs, le prix de l'essence avait un peu baissé pendant la période Covid. Les producteurs de pétrole ont diminué leur production pour éviter d'ailleurs des problèmes de stockage. Et là, aujourd'hui, il y a une forte demande. Donc, dès qu'il y a une forte demande, forcément, le prix augmente. L'Amérique, notamment, en a acheté beaucoup parce qu'il y a des prévisions économiques sous Joe Biden qui sont exceptionnelles, et donc ils ont acheté le prix du baril très très cher, et nous, l'Europe, on est les parents pauvres de cette guerre. Il faut savoir aussi que pendant le Covid, les navires maritimes ont moins circulé, donc le transport du pétrole a été plus ou moins stoppé, et aujourd'hui tout se remet en route, et la reprise économique fait que le prix de l'essence augmente. C'est aussi naturel que ça, aussi simple. Sauf que là, tout est calme, parce qu'il faut être honnête, Macron sort le carnet de chèques. Exactement. Et qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une tension dans un secteur, en période électorale, on sort le carnet de chèques. Donc je pense qu'il n'y aura pas cette explosion sociale. Après la présidentielle. On va découvrir la dette, on va découvrir plein de choses. Alors là, le prochain gouvernement, bon courage. Oui.
J'ai jamais compris qu'un personnel soignant qui a fait des études, par éthique, on rappelle qu'il y a 80% des médecins qui sont vaccinés. Voilà, 80. Bon, et donc je ne comprends pas. En revanche, et là c'est un peu le en même temps, licencier le personnel qui n'est pas, parce qu'au bout du compte c'est un licenciement, qui n'est pas vacciné, là je ne suis pas favorable. Il faudrait proposer à ce personnel pendant un certain temps, tant que le virus est là, alors il va peut-être rester pendant des années, des tâches administratives et l'orienter vers d'autres tâches dans l'hôpital. Mais en même temps, je n'arrive pas à comprendre que le personnel soignant ne se vaccine pas. Pour moi, ça c'est impensable. Jean-Luc, j'aurais préféré que tu t'inquiètes en revanche d'une chose très importante, c'est la non-vaccination dans les pays en développement, où 1% seulement de la population est vaccinée. Et c'est dans ces pays-là que naissent les variants. Et si ces pays-là, notamment l'Afrique, ne sont pas vaccinés et qu'on leur donne pas assez de vaccins, là, oui, effectivement, on aura plein de nouveaux variants. Et j'aurais attendu de toi plutôt ce coup de gueule sur justement la vaccination des pays en développement.